Le fait qu'on me confonde avec un journaliste, c'est pas rassurant pour le métier de journaliste. Le fait qu'un seul bonhomme gouverne 67 millions d'autres, ça n'a jamais été aussi problématique, je pense. Surtout quand il y a une crise qui nécessiterait qu'on apaise le pays, qu'on réponde à des questions, d'avoir un vrai parlement qui sert à quelque chose. Donc là, c'est criant, je crois que même Macron lui-même dirait ouais, j'avoue, j'abuse un peu. La manière d'être, c'est de transformer cette colère ou cette incompréhension ou cette stupéfaction en blague, quoi. C'est une manière de pas subir le réel, de faire de l'humour. Aujourd'hui, on va parler humour et politique. Étant donné que vous avez semblé apprécier ma dernière vidéo avec l'humoriste David Castello-Lopez, j'ai décidé d'inviter une fois par mois un ou une humoriste dont j'apprécie le travail pour revenir dans un long entretien sur son parcours, sa vision de l'humour et de la politique. Aujourd'hui, j'accueille quelqu'un qui officie tous les jours sur France Inter. Valeurs Actuelles le qualifie d'humoriste fonctionnaire, le magazine Causeur le considère comme un cubéni progressiste et un surgeon de beauf incomplet, le présentateur Pascal Praud a carrément demandé à ce qu'il soit viré. Guillaume Meurice, c'est quelqu'un qui se dit humoriste, France Inter, payé donc par... d'une certaine manière, par nous. À qui France Inter donne la parole? Mais c'est juste honteux. Et il était récemment en une du Figaro magazine qui dénonçait la mainmise de la gauche sur l'audiovisuel. J'ai le plaisir d'accueillir l'humoriste Guillaume Meurice. Guillaume Meurice, bonjour. Bonjour, ça c'est un beau CV quand même. Oui, quel CV. Je crois que j'ai réussi ma vie en fait. Oui, qu'est-ce que ça vous fait de susciter autant de réactions plutôt à droite? Quand c'est celle-là, ça va. Je suis assez circonspect quant à la peur que je peux procurer, qu'on peut procurer. Alors on va mettre tous les humoristes de France Inter dans le lot. Pour cette droite-là, c'est marrant d'avoir peur des clowns, quoi, finalement. Vous la comprenez? J'ai l'impression. Vous la comprenez cette peur ou pas? Est-ce qu'ils ont raison d'avoir peur? Ouais. Ouais, je vais pas les rassurer parce que moi aussi j'en veux encore des unes. Le Figaro, ils ont été sympas, ils ont mis des photos de nous qui étaient pas mal. Oui. On n'était pas dégueux, quoi. Oui, alors d'habitude, Causeur, ils mettent exprès des photos où on fait la gueule, où on a l'air méchant, un peu comme ils font avec Mélenchon à chaque fois. Mais là, ils ont été plutôt sympas. Donc merci le Figaro quand même malgré tout. Mais alors CNews, on s'est réconcilié avec Pascal. Hein. Ah bon? Ah ouais, maintenant. Vous avez envoyé son livre, c'est ça? Alors je lui ai envoyé mon livre. Et il était ravi, quoi. Il était ravi dans son émission L'Art Pro, là, il a dit « J'ai un nouvel ami, carrément. J'ai un nouvel ami, Guillaume Meurice m'a envoyé son livre. » J'ai un nouvel ami. Qui c'est? Guillaume Meurice, de France Inter, il m'a envoyé son bouquin. C'est gentil. Pourquoi Alors, je salue ce beau geste. Pourquoi il ne vous l'aurait pas envoyé? Mais parce que on l'a allumé. Ah, lui. Donc, beau geste de Guillaume Meurice. Bravo. Avec une petite dédicace très sympa. Alors bon, pour Pascal, sommes-nous tous des bouffons de quelqu'un? Là, je me suis dit, tiens, là. Mais humour. Mais il s'est mis dedans. Humour, bien sûr. Il a dit sans rancune, et il m'a dit Guillaume Meurice, qui n'a toujours pas démissionné de France Inter, parce que j'ai demandé qu'il démissionne. Il a montré le livre, il a fait la promo pour le livre. C'est pas vrai. Et à la fin, il a dit « Vive le service public, vive France Inter ». Voilà. Comme Pascal. Quoi, donc on le salue, Pascal, qui doit regarder Blast. C'est possible, même le plus étonnant. C'est ça. Comme quoi, il suffit juste de leur accorder un peu d'attention, de faire un peu des câlins. Ouais. Faut leur dire « Mais non, mais ça va aller », parce qu'ils flippent, quoi. Ils se disent, ouais, en fait, quand t'es humoriste, c'est un peu genre, tu tires les cheveux, tu taquines un peu. Et eux, ils chouinent en face, ils font, tire les cheveux et tout. Et après, il faut juste leur dire, mais non, c'est pour rigoler, viens faire un câlin. Après, ils font, bon, c'est bon. C'est mon copain maintenant. Bon, en tout cas, on va revenir un petit peu sur votre parcours pour comprendre comment vous en êtes arrivé à échanger des livres avec Pascal Praud. Ouais, c'est vrai que ça vient pas comme ça d'un coup. Il y a un parcours. Vous venez d'une famille plutôt modeste, d'un père cheminot et d'une mère femme au foyer qui après ont ouvert une maison de la presse, c'est bien ça. Ouais. Vous dites avoir baigné très tôt dans une culture politique, puis vous avez commencé le théâtre à 21 ans et en 2007, vous sortez votre premier spectacle, mais c'est en 2012 que vous êtes repéré et que vous vous livrez pour la première fois à l'exercice du micro-trottoir pour la radio France Inter, exercice qui a un peu fait votre gloire, votre notoriété, on peut dire ça, et auquel vous vous livrez encore aujourd'hui dans l'émission Par Jupiter sur France Inter, aux côtés d'Alex Vizorek et Charline Vonhoenacker. Enfin, je dis tous les jours, 5 fois par semaine. Ouais, 4 fois maintenant. 4 fois. Ça tombait le vendredi, c'est pas grave, c'est un détail. Et en tout cas, vous faites ces chroniques, vous avez d'autres activités en parallèle, notamment un one-man show, Meurice 2022. Je me présente, hein. Est-ce que c'est un one-man show? Oui, pour l'instant, c'est un one-man show, mais j'ai 2 parrainages pour l'instant. Vous avez déclaré officiellement votre candidature? C'est carrément officiel. D'accord. 2 parrainages, il y a une dynamique. Il y a une dynamique, on y croit, très bien. Est-ce que, parce que
là où on vous voit le plus, tout de même, en tout cas sur les réseaux sociaux, c'est quand même dans cet exercice du micro-trottoir. Ouais. Est-ce que vous n'êtes pas un peu fatigué? Ça fait quand même 8 ans. Je suis allé à l'inauguration du QG de Valérie Pécresse. Oh. Je sais, je vous fais un Ouais, petit peu rêver avec ma vie. Bon ben voilà, c'est un petit peu mon Disneyland pour moi là-bas. C'est le salon Millipol et on y voit de très belles choses. Nous, on a eu plein de matériel joli. Qu'est-ce que vous avez eu comme joli matériel? Tout ce qui est armes, Ouais. tout ce qui est défense, en gros. Il y a des belles armes? Belles armes, ouais. Qu'est-ce que c'est une belle arme par rapport à une arme pas belle? Une bien grosse arme, bien puissante. Pourquoi ça vous plaît, ça? Parce qu'on aime bien, on est des garçons. Les garçons aiment bien les grosses armes bien puissantes, on est des bonhommes dans de gueule, c'est pas un truc de gonzesse. Est-ce qu'on s'en lasse à un moment ou... Je pensais m'en lasser au bout d'un an, quand j'ai commencé à faire ça la première année. Bon, c'est très marrant à faire. C'est assez génial de prendre un peu la France, en tout cas Paris, parce que je fais beaucoup ça à Paris, mais comme un grand terrain de jeu, et de prendre une thématique, un angle, et d'aller interroger les gens, parfois sur les marchés au hasard, parfois dans les salons professionnels, parfois à l'Assemblée, à suivre des politiques. C'est assez drôle à faire, mais quand j'ai commencé, je me suis dit, ça va tenir un an. Ouais. Puis après, les thématiques, de toute façon, d'actu sont toujours un peu les mêmes. Et puis j'ai fait 2 ans, puis ça m'amusait encore. Donc en vrai, là, ça m'amuse toujours. Ouais. Parce que à chaque fois, c'est surprenant. J'arrive encore à me faire surprendre par les réponses. Puis les thématiques, même si elles changent pas, on peut trouver des angles différents. Ça, c'est intéressant de chercher des angles différents, quoi. Et comment vous faites pour trouver ces gens? J'imagine que c'est une question qu'on vous a déjà beaucoup posée. Mais évidemment, ce qui étonne le plus et ce qui choque le plus dans vos chroniques, à chaque fois, moi je les écoute depuis des années, ça continue à m'étonner, à me surprendre, c'est des réponses qui sont... On voudrait le faire exprès, on n'arriverait même pas à imaginer de tels propos. Est-ce que c'est vraiment vous interviewez 15 personnes et vous prenez la personne qui a un discours qui est aussi extrême, ou est-ce que c'est représentatif des gens que vous interviewez? C'est les deux. Ma capitaine. J'en interroge pas beaucoup. 15 personnes, c'est à peu près la moyenne, je pense. Mais c'est même pas la moyenne. Je pense que c'est le maximum que j'interroge pour une chronique. Quand je fais, on va dire, un micro-trottoir lambda où j'interroge des gens au hasard, quoi. Souvent, je vais sur les marchés ou devant des kiosques parce que c'est des gens qui s'intéressent à l'actu, donc je me dis ça sera plus facile. Une quinzaine, c'est vraiment le maximum. Donc, comment je fais? Il n'y a pas tellement d'autres techniques que le hasard. Il n'y a pas de faciès ou de choses comme ça. Il n'y a pas un prototype de la personne de droite. J'aimerais bien. Je sais pas si ça serait rassurant ou pas. Bon, si je veux faire une chronique sur l'ISF, oui, je vais plutôt dans le 16e. Ça, c'est sûr et certain. Après, sur d'autres thématiques un peu plus générales, non, vraiment, on peut aller partout. Et vous interviewez les gens complètement au hasard? Ouais, au hasard. Alors, j'ai une petite procédure. J'arrive toujours micro éteint. Je veux pas faire qu'est-ce que vous pensez de ça? Même les politiques, quoi. Je leur cours jamais au cul, même à l'Assemblée ou dans les meetings. Vous n'êtes pas Élise Lucet, c'est ça? Non, je fais pas ça. Voilà, alors pas du tout. D'ailleurs, j'essaie de pas entraver le boulot des vrais journalistes, puisque je ne suis pas journaliste. Donc, je ne vais pas m'interposer entre ceux qui bossent vraiment avec des questions sérieuses et moi qui ai mes petites questions. En plus, moi, j'ai besoin de relance. Souvent, je peux pas me satisfaire de la réponse qu'on me donne, qu'un politique me donne, en tout cas. Ce qui fait que vos chroniques sont comiques, c'est aussi votre répartie. C'est aussi la manière dont vous leur répondez du tac au tac. Les Noirs en Afrique au soleil sont moins travailleurs. Mais ça serait quoi les défauts des Chinois? C'est qu'on n'arrive pas à voir sur leur visage ce qu'ils pensent réellement. Ah ouais? Et les défauts de nous? Nous, les Caucasiens, on n'en a pas tant que ça. Hein. Non, je suis assez d'accord, l'analyse est assez pertinente. C'est visible, on les voit. Comment on reconnaît un Rome? J'en sais rien. Mais parce que vous dites ils sont visibles alors. Oui, mais ici, on ne les voit pas. Moi, en ville, on ne les voit pas. Ils sont visibles, mais on ne les voit pas, quoi. On ne les voit qu'occasionnellement et ça fait toujours un drôle d'effet. Oui. L'effet Rome, on appelle ça. Hein. C'est très, très connu, extrêmement surprenant. D'ailleurs, ils ont complètement volé la vedette aux musulmans qui sont classés 2e dans le sondage. Est-ce que vous avez toujours eu cette répartie? Et est-ce que c'est quelque chose qui s'apprend? Comment vous arrivez à être aussi réactif? Mais c'est marrant parce que moi, je trouve que j'en ai pas beaucoup. Mais c'est pas de la fausse modestie, mais j'en ai souvent. Non, mais on a l'impression que j'en ai. Je vais à la pêche aux compliments. Mettez dans les commentaires. Mais si, t'as carrément de la répartie. Non, souvent, je m'attends à ce que les gens vont dire, puisque ce que je récupère au micro, j'ai tendance à dire que c'est le traitement de la réalité par le discours médiatique. Donc, c'est des gens qui vont répéter des choses qu'ils ont entendues. Mais les gens, c'est un peu nous. Hein. Nous aussi, on fait ça. C'est les biais de confirmation, quoi. Quand on entend quelque chose qui nous va, on va avoir tendance à le répéter sans le remettre en question. Donc moi, j'arrive avec ça et je demande aux gens, mais pourquoi vous pensez ça? Ou est-ce que vous êtes sûr que ce que vous dites, c'est la réalité? Quels sont vos sources? Mais donc, vous ne cherchez pas à être comique quand vous non, c'est la situation qui est comique. Plus que c'est pas tellement des vannes. Les vannes, je les mets dans les... Parfois, vous leur répondez de manière un peu... Ouais, alors quand ils me sortent un truc extravagant, oui, oui. Quand il y a déjà de l'absurde, en fait, c'est facile de faire de l'absurde sur de l'absurde. Mais souvent...
Quand c'est des trucs trop gros, j'ai pas de répartie, quoi. Je me souviens à Levallois, quelqu'un, celle qui tenait la permanence de Balkany, qui m'avait dit, au moment de l'affaire Grindry, là, ils avaient un domestique qu'ils appelaient Grindry parce qu'il était asiatique. Bonne ambiance. Et la dame me dit, mais non, mais on le connaît depuis longtemps, c'est un village people. À la place de c'est un boat people. Mais attendez, mais nous on le connaît depuis des années. Vous connaissez Grindry? Oui, il faisait partie des village people. Tout le monde l'appelle comme ça. Alors, attendez, il faisait partie des village people. C'est quand il y a eu quand ils sont arrivés en France. Est-ce que ce serait pas les boat people? Je sais pas, je sais rien. Là peut-être que je suis pas assez calée là-dessus. Oui, non, peut-être c'est moi. Hein. Et moi j'étais là à dire, attends, est-ce qu'elle a vraiment dit ça? Des fois je me dis, les gens vont pas me croire. Je regarde si mon truc était bien en train d'enregistrer, alors que j'aurais dû dire. Est-ce que c'est l'Indien ou est-ce que c'est le chef de chantier? D'accord, vous n'avez pas toujours la répartie que vous aimeriez... Et à chaque fois que je réécoute, tous les jours, quand je monte et je sélectionne, je me dis, merde, fallait relancer comme ça, fallait dire ça. Mais est-ce que dans les gens que vous interviewez, quelle est la proportion de gens de droite et de gauche? Est-ce que parfois il y a des gens qui vous apportent des réponses sensées quand même aux questions que vous posez? Oui, mais ça je les garde pas, c'est moins rigolo. Okay. Ouais. Non, mais bien sûr, moi ma chronique elle est humoristique. Il y a un biais quand même, il y a un biais. Mais c'est ça qui est intéressant. Le fait qu'on me confonde avec un journaliste, c'est pas rassurant pour le métier de journaliste. Parce que le micro-trottoir, c'est vraiment le niveau, c'est même pas le niveau 0, c'est que c'est pas du tout du journalisme, pardon. On peut faire dire n'importe quoi, ce qu'on veut, à un micro-trottoir. C'est Jean-Pierre Pernaut, à l'époque, Jean-Pierre Pernaut, à la grande époque, quand il y a des grèves SNCF, il allait sur un quai de gare et il interrogeait que les gens qui gueulaient parce qu'il n'y a pas de train. Et il disait, voilà, la France est contre les grèves. Après, moi, je peux faire le même truc. Café de Sevran, pareil, tu vois. Moi, je peux faire le même truc en disant, ce café-là, il accueille que des femmes. Enfin, tu vois, tu peux faire vraiment n'importe quoi. Donc, le micro-trottoir, c'est un exercice rigolo à faire, mais qui a vraiment aucun intérêt journalistique. Mais parce qu'après, il suffit de sélectionner les trucs avec lesquels tu es d'accord ou pas, et tu fais dire après ce que tu veux à ton sujet, quoi. Mais vous vous présentez comment quand vous allez les voir? Parce que vous entretenez un peu cette confusion avec le journalisme volontairement quand vous venez avec une bonnette France Inter. France Inter, c'est un humoriste à France Inter. Je suis un humoriste à bonnette. Non, mais... Non, je vais voir les gens. Donc, j'ai un micro siglé France Inter et je leur dis, si vous avez 2 minutes... Voilà. Non. Quand même. Ça n'aurait pas d'intérêt, mais je leur dis pas que je suis journaliste. Parce que en fait, je leur mens pas. S'ils me posent la question, je mens jamais. Oh, d'accord. C'est-à-dire que je leur dis, oui, c'est une émission plutôt humoristique quand on me pose la question. Et puis, je leur dis l'heure quand ça passe, tout ça, quoi. Mais je veux pas être ni intrusif. Enfin, je veux avoir des gens qui sont disposés à répondre à mes questions. Mais alors, je le disais, ça fait 8 ans que vous faites cet exercice. Ouais. Est-ce que vous avez une certaine notoriété? Est-ce que vous n'avez pas des gens qui vous reconnaissent? Non, mais on a l'impression que j'ai de la notoriété, mais pas tant que ça. En fait, les gens qui écoutent France Inter, ils me connaissent beaucoup, mais c'est pas la majorité de la France. Hein, donc, non, ça va. On vous reconnaît beaucoup dans la rue? Oui, un peu, quoi. Mais ça ne m'empêche pas du tout de faire des... Tous les jours, par exemple? Et j'interroge pas les gens qui me reconnaissent. Oui, tous les jours, oui. En plus, je prends le métro. Je suis resté proche des gens. Ah, c'est non, mais voilà, tu vois, je pars. Donc oui, ça arrive de temps en temps. On sent que vous êtes en campagne pour 2022. Ouais. Je les connais, ces gens. Ouais. Les gens que vous interviewez, est-ce qu'après, ils vous demandent quand est-ce que ça va passer? Ouais, ça arrive. Et ils écoutent? Ça arrive, ouais. Et ils vous font des retours? Quand je les recroise, mais comme je vais jamais au même endroit, j'essaie de jamais interroger 2 fois les mêmes personnes. Quand ça arrive que j'en recroise. Généralement, il y a quelques personnes qui l'ont un peu mal pris quand je les ai recroisés, mais qui m'ont dit, mais en vrai, c'était marrant quand même. Alors, précision, je ferai pas ce que je fais là à la télé. Oui. Parce que je ne veux pas que les gens se reconnaissent. Et puis être victime aussi de harcèlement après. Exactement. Suite à leurs propos. Que les séquences tournent sur les réseaux sociaux, tout ça. Donc, j'ai refusé systématiquement. J'ai été pas mal sollicité par la télé au début. Et j'ai refusé. Mais je le ferai jamais à la télé, c'est sûr et certain. Je le ferai jamais avec une caméra. Et la voix, quand même, c'est anonyme. Donc, oui. Mais alors, en règle générale, les gens m'en veulent pas. Vous dites que vous interviewez jamais 2 fois les mêmes personnes, mais si. Alors, voilà. Vous avez des personnages un peu récurrents. Exact. C'est Magda, la voyante. Ah oui, il y en a 3. Alors, et il y a Edith, en tout cas ceux que j'ai en tête. Edith, qui est une ancienne esthéticienne, c'est ça? Exactement. Que vous interviewez très régulièrement, au moins une fois par an. Puisqu'on parle de migration, demandons un vrai sujet à Edith, les migrants. On a vu sur Facebook, ils ont fait une vidéo, ils cassent tout. Les migrants, ils les nourrissent, ils les sauvent des bateaux, et maintenant ils vont tout casser dans une ville, mais t'as pas vu la vidéo, ils hurlent, ils renversent les gens, ils cassent toutes les fleurs. Ah bah ça, il y a une vidéo sur Facebook. Hein. Mais sur la vidéo, est-ce qu'on est sûr que c'était des migrants?
Ah ben ça c'est sûr, ah ben c'est des blagues, ah ben je sais reconnaître les blagues quand même. Rapport à la couleur de peau, évidemment. C'est vrai qu'Edith, elle a le coup d'œil. C'est vrai qu'elle pourrait être profileuse. Hein. Dès qu'elle voit un black, bim, elle dit c'est un black. Ok, bien joué, pas besoin de papier. Est-ce que ces personnes écoutent les chroniques? Ouais. Je leur ai demandé déjà avant de vous vous moquez ouvertement d'elles. Mais c'est pas de la moquerie. Alors déjà, je me si. moque pas des gens. Moi, je me moque plutôt des discours et des Mais c'est les gens qui tiennent les discours. Ouais, mais l'idée, c'est pas de dire regardez comme lui, il est bête, ou parce que ça, on peut le faire avec tout le monde. On peut le faire avec moi, d'ailleurs, qui se privent pas de le faire. Et tant mieux, ils ont raison. Mais c'est pas ça qui est intéressant. Roger et Edith, ce qui me paraît intéressant dans leur profil, c'est que c'est un peu le bon sens populaire français dans toute sa splendeur, vraiment caricatural, quoi. Par exemple, Edith, elle est fan de Martin Luther King, mais quand même 2 phrases plus loin, elle dit il y a trop de noirs en France, quoi. Elle est capable. Mais elle écoute ses chroniques et elle vous en veut pas. Non, elle s'en fout. Elle dit justement, ah bah, t'as qu'à dire, t'as qu'à le passer, ça. Non, elle a du franc-parler, et Roger, mais elle perçoit le second degré qui est un oui, elle est poil, pas... je vais pas dire méprisant, mais pas loin quand même. Bah, j'essaie de pas être méprisant, moi. Sinon, elle voudrait pas me parler. En tout cas, vous mettez en valeur vraiment ces contradictions. Ben oui. Et elle c'est ça qui est rigolo. Moi, je m'étais toujours demandé ça, mais alors pas du tout, quoi. Non, sinon, elle accepterait plus de me répondre. Je me demandais également combien de temps ça vous prend de produire une de ces chroniques de bout en bout. Bah, la journée, ouais. Je fais ça le matin, souvent, le matin pour l'après-midi. J'essaie d'avoir la veille au soir le sujet et l'angle. Comme ça, je suis tranquille le matin, je me lève, je sais où je vais aller. Bah, là, avant, je rentrais à la maison de la radio quand il n'y avait pas le Covid, tout ça. Là, on essayait d'être un peu dispersé, donc je repasse par chez moi, tout ça. Je fais le montage et j'écris un peu en même temps. Et après, il faut que ce soit prêt vers 16h. J'aime bien avoir un peu d'avance. Moi, j'aime pas du tout bosser dans le stress et le dernier moment. Donc, c'est quand même une journée de travail. Ouais, c'est une journée de travail. Bah oui, c'est une journée d'amusement, en vrai. Pour une chronique. Moi, je considère pas ça comme du travail, mais c'est un autre sujet. D'accord. Mais vous êtes quand même rémunéré pour ça. Oui. Grassement. Grassement par le contribuable français. Exactement, par les impôts des Français. Et après, c'est diffusé vers 17h. Ouais, 17h, 18h l'émission, et ma chronique est au milieu, 17h35, je crois. Et est-ce que vous avez le temps de faire autre chose à côté, professionnellement? Bah, plein, ouais. Bah, déjà donc, un le spectacle. One Man Show. Ouais, un spectacle que je joue au Café de la Gare. Je fais la promo. Oui, bien sûr, vous êtes là pour ça. Et on va faire un truc un peu rigolo, là. On va faire La Cigale le vendredi, samedi du second tour des élections. Et on a gardé le dimanche pour faire le résultat des élections en direct. Donc, je vais faire venir plein de copains. Exercice compliqué. Pierre-Emmanuel Barré, Guédré, les copains de la radio, Charline sera là, Clément Viktorovitch a accepté. Enfin, voilà. Et puis, on va faire une pré-soirée, quoi. Je pense qu'on va prendre la salle vers 18h et tenir jusqu'aux élections, jusqu'au résultat. Et alors, il y a 3 ans, le 19 novembre 2018. Qu'est-ce que j'ai fait? Vous avez fait une chronique sur les gilets jaunes, dont vous vous moquez ouvertement. Vous en interrogez qui votent Marine Le Pen et vous mettez en lumière leurs incohérences. À l'époque, beaucoup de personnes y ont vu une forme de mépris de classe, surtout quand on voit ce qui est devenu après le mouvement des gilets jaunes. Est-ce que vous regrettez cette chronique? Pas du tout, non. Pas du tout. Mais non, mais c'est marrant parce qu'on m'en reparle pas mal souvent. On m'en reparle dans les milieux de gauche ou dans les médias de gauche. Alors, je dis pas que Blast est un média de gauche, attention. Pas du tout. Un média neutre. Exactement. Objectif. Non, parce que j'ai fait exactement la même chose qu'avec tous les autres gens que j'interroge. Je relève les contradictions qu'il y a. Donc là, il y en avait des sévères. Ouais. Les gilets jaunes sont solidaires de tout le monde, sauf les cheminots. Je suis pas solidaire des cheminots. Voilà. Est-ce que vous êtes solidaire des enseignants? Non plus. Ah oui. Ils bossent 18 heures par semaine. Ils ont 4 mois de vacances. C'est pas faux ce que je dis. Ouais, alors je reprends. Solidaire de tout le monde, sauf les cheminots et les enseignants, avec leurs 4 mois de vacances aux Seychelles, je rappelle. Tout frais payé avec option massage de pied par Jean-Michel Blanquer. Ça va bien? Sur les gilets jaunes, c'était intéressant parce que déjà, c'était le premier samedi, je crois. Oui, absolument. En novembre, je crois. Et c'était en Bretagne, donc je crois que ceux qui étaient là, sur ce rond-point-là, c'était un peu la queue de comète des bonnets rouges, là, qui avaient cramé les portiques, etc. Ah oui, c'est possible. Donc c'est assez marrant déjà. C'est des gens d'extrême droite, hein, clairement, vous interrogez. Ouais, là, ils étaient là. Alors, il y avait ça, et puis il y avait aussi... Je leur demandais, du coup, vous êtes solidaires avec tous les gens en lutte, quoi? Parce qu'il y avait les cheminots, ils n'étaient pas... les enseignants, ils disaient tous, non, eux, c'est des feignasses, tout. Tu vois, il y avait quand même matière à trouver d'énormes contradictions dans leur discours. Donc moi, je me sens jamais prosélyte, ni chef de file de quelque chose, ni leader d'opinion, encore moins, ni même influenceur. Justement. Mais ce que j'aime bien, c'est arriver... Même j'ai fait des chroniques dans des meetings de Mélenchon, des choses comme ça, c'est d'arriver à trouver les contradictions là où il y en a. Alors, il se trouve que j'en trouve plus à droite qu'à gauche. Mais c'est pas de ma faute. C'est pas de votre faute. Vous dites que vous n'êtes pas influenceur, mais vos chroniques sont écoutées en moyenne par 1 300 000 auditeurs chaque jour sur France Inter. Elles sont regardées par plusieurs centaines de milliers de personnes chaque jour sur YouTube dans les replays. Vous vous doutez bien que vous avez un poids en pleine campagne présidentielle, notamment.
il est évident, pour moi, c'est pas une question. Ok, c'est pas une question. Sûr, non, vous avez une influence, comme les médias de manière générale ont une influence. Vous travaillez dans un média qui a une grosse audience, vous avez une influence. Quel est votre rôle, selon vous, dans la société aujourd'hui, dans la politique notamment, dans l'influence d'opinion publique? C'est hyper difficile à calculer, ça. Je suis pas sûr d'être d'accord, évidemment, sur mon influence. On a beaucoup reproché au Guignol de l'Info d'avoir fait élire Chirac, par exemple, mais c'est impossible à calculer le poids d'une influence qu'aurait pu avoir une caricature de... Mais vous le prenez en compte quand même quand vous faites vos chroniques, quand vous écrivez, en fait. Le fait qu'il y a plus d'1 million de personnes qui vous écoutent, c'est abstrait. qui votent. Non, mais c'est abstrait. C'est abstrait. Vous me diriez, pardon, il y en a 100 000... 1 million ou 150 millions. Pour vous, c'est la même chose. Qu'est-ce que je fais de ce chiffre? Bah ouais. Non, moi, et de toute façon, ça n'aura aucun sens d'en tenir compte. Moi, je dis ce que j'ai envie de dire de la manière dont j'ai envie de le dire. Je suis assez ouvert aux critiques et tout. Ça m'intéresse, même les gens qui sont pas d'accord, pour voir où ils sont pas d'accord. Ça permet aussi de se positionner personnellement et puis de se remettre en question, ce qui est pas dégueu des fois. mais je peux pas tenir compte d'une possible influence que j'aurais. Ça voudrait dire quoi? Mais vous vous interrogez jamais sur les retombées politiques de vos chroniques, par exemple? Parce que parfois, elles donnent une image de certains politiques que vous interrogez d'ailleurs qui, clairement, leur nuit. Hein. Ça m'est arrivé une fois qu'une chronique soit reprise à l'Assemblée en commission. C'était une chronique sur l'IVG. Il y a un site que je ne citerai pas, du coup, on va pas leur faire de la pub. Oui, mais je me souviens que vous aviez appelé... Ouais, et je les ai appelés. Alors ça, c'est aussi un contre-exemple. C'est l'exception qui confirme la règle. Je ne fais jamais normalement de micro-cachets ou de canulars, ces choses-là. Mais là, j'ai appelé ce site-là, qui se prétend un site d'information sur l'IVG, qui est en fait un gros site anti-IVG, avec un numéro de téléphone. Puis qui faisait de la désinformation. J'ai donc contacté le deuxième site du référencement Google. Il s'appelle... Et je me suis dit, tiens, avec un nom comme ça, ils doivent avoir des infos complètement objectives sur l'interruption volontaire de grossesse. Alors allons-y, première question. Qu'est-ce que je peux faire, moi, si je veux avoir cet enfant, mais pas elle? Ah bah non, de toute façon, vous pouvez rien faire. Vous, l'homme, actuellement, les hommes, vous êtes... en France, c'est nul. Vous n'avez aucun droit, vous avez beau être le père, tout le monde se fout de vous. Ah oui, c'est vrai? Ah oui? C'est comme ça en France en ce moment? Bah oui, vous pouvez rien faire. Si elle a vote, vous pouvez rien dire, vous pouvez rien faire, vous pouvez pas lui dire de... Vous pouvez que souffrir, quoi, de vous dire, bah tant pis, elle a tué mon bébé, voilà. Ah, les salopes! C'est vraiment pourri d'être un homme en ce moment en France. Alors d'accord, on est payé plus à compétences égales, on a tous les postes de décision, on peut agresser sexuellement des femmes et rester député, voire ministre de l'aménagement du territoire, hashtag Jean-Michel Baillet. Mais à quoi ça sert si on peut même pas décider de ce qui se passe dans leur corps? C'est vraiment des garces. Ça avait été repris vite fait par je ne sais plus quel député en commission à l'Assemblée. Enfin bon, ça c'est léger quand même en termes d'impact politique. D'ailleurs, je ne trouve pas que ça ait servi à grand-chose. Il y a une loi qui a été votée sur le délit d'entrave à l'IVG qui n'est absolument pas appliqué, parce que le site, il est toujours dans les premières... Ah ouais. Enfin, bon, voilà. Donc, ma contribution à l'évolution de la démocratie n'est pas dingue, hein, si je fais le bilan. Je vais essayer de m'améliorer, mais... Non, mais vous dites que vous ne vous préoccupez pas des retombées politiques, mais vous parlez de politique toute la journée. Ah ouais. Sur Twitter... dans vos chroniques, dans votre spectacle. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de l'état de la classe politique en France, à très peu de temps de la présidentielle? Que jamais le problème de la structure démocratique de notre pays était aussi flagrant, quoi. Le fait qu'un seul bonhomme gouverne 67 millions d'autres, ça n'a jamais été aussi problématique, je pense. Surtout quand il y a une crise qui nécessiterait qu'on apaise le pays, qu'on réponde à des questions, qu'on arrête d'enfumer les gens, etc. Et d'avoir un vrai Parlement qui sert à quelque chose. Donc là, c'est criant. Je crois que même Macron lui-même dirait « Ouais, j'avoue, j'abuse un peu. » Enfin, peut-être pas. Je suis peut-être... Mais donc, ils font quoi? C'est pas qu'ils servent à rien, c'est qu'ils aggravent la situation? Qui ils? Les personnes qui nous dirigent, on va dire la majorité aujourd'hui, donc les députés, les ministres et le président de la République. Ouais, ils aggravent la situation parce qu'ils... Alors là, est-ce qu'ils sont déconnectés? Je sais pas, j'aurais du mal à faire un diagnostic, parce que je les connais pas, personnellement. En tout cas, ils se rendent pas compte, ouais. Ils se rendent pas compte. Moi, je discute pas mal avec des députés, et vraiment, ils sont à l'ouest, quoi. Des fois, ils sont même gentils, ils sont de bonne foi, mais ils sont cons. Moi, je me demandais justement, vous avez interrogé, vous couvrez cette situation politique, les évolutions politiques depuis des années, vous en
parlez beaucoup, vous allez à l'Assemblée nationale, vous interrogez des députés. Comment vous vous sentez face à ça? Parce que vous en parlez toujours avec beaucoup d'humour, et je pense que c'est bienvenu, vu la situation actuelle. Mais vous, personnellement, est-ce que ça vous désespère? Ça vous met en colère? Parce que j'ai envie de leur mettre des petites claques. Non, mais je pense qu'on peut être beaucoup parfois à être un peu énervé, à être indigné face à cette situation. Vous, est-ce que c'est votre cas, ou est-ce que vous êtes complètement détaché de ça Mais non, sinon je ferais pas ça. Non, mais l'humour, c'est... On va théoriser l'humour. Non, mais ma manière d'être, c'est de transformer cette colère ou cette incompréhension ou cette stupéfaction en blague, quoi. C'est une manière de pas subir le réel, de faire de l'humour, permettre de s'en détacher, d'avoir l'air un petit peu comme ça. Oui, vous savez, je fais des blagues, comme je fais depuis une demi-heure. Exactement, mais moi, je vais vous amener sur le terrain. Ouais, mais carrément, mais allons-y. Mais c'est une manière d'être face à ça, parce que sinon, ça rend fou. Mais est-ce que ça vous rend encore fou, ou est-ce que vous avez pris tellement de distance? Non, ça me rend encore fou. Donc parfois, quand même, vous êtes un Guillaume Meurice en colère. Mais tout le temps. Je transforme en blague. D'accord. Sinon, je ferais de la boxe, ou il y a plein de manières de gérer ça, du sport. Bon, je suis un peu feignant, donc je préfère faire des blagounettes. Mais ouais, c'est une manière de se confronter à ça, quoi. Ouais, sinon, ça rend vraiment fou. L'Assemblée, ça rend fou. Oui. Ils répondent jamais aux questions. Enfin, c'est incroyable, quoi. C'est pas simple. Ça a été taillé sur mesure pour De Gaulle. Et puis c'est vrai qu'ils essayent tous de rentrer dedans. Et voilà, ils essayent de rentrer dans le costume. Mais ça marche pas. On dirait des morpions qui essayent le costume de Superman. Ça flotte, c'est ridicule. D'où l'idée qui émerge d'une 6e République qui soit plus collaborative, plus horizontale, plus parlementaire. Et donc pour vous, pour casser cette structure, on fait comment? On passe par un mouvement soit c'est un processus révolutionnaire. Mais là, c'est nécessairement violent. Et nécessairement, il y aura du sang qui coule. Et on n'aime pas la violence. On a un peu de mal avec ça. C'est facile, en fait, sur un plateau télé, à dire, il faudrait une révolution, mais qui va y aller, en fait? Qui va se prendre des coups dans la gueule? C'est toujours les mêmes. Donc, je pense que c'est une mauvaise piste. Et en plus, ils sont sacrément armés, en face. Ils attendent, en fait. Ils sont pas comme ça en train de jouer à Mario Kart, quoi. Ils s'équipent et tout. Moi, je l'ai fait, les salons de l'armement. Ils appellent ça le salon de la sécurité intérieure. Je peux te dire que c'est tous les trucs que tu vas retrouver dans les manifs. Je prends les photos comme ça en scred, comme ça je vois un peu ce qui nous attend au cas où. Donc voilà, ça c'est la première possibilité. Mauvaise option pour vous? Je sais pas. Peu recommandable en tout cas. Ouais, en tout cas, j'essaie de trouver les limites et je les trouve assez facilement, quoi. Qui sont force physique, on risque de y avoir des morts. Ouais. Donc, il faut qu'on passe par ce processus-là qui nous est imposé. Donc soit il faut une personnalité qui arrive et qui joue avec les codes de ça. Quelqu'un, par exemple, comme Taubira, si elle était allée dès le début et qu'elle avait rassemblé tout le monde, ça aurait peut-être pu marcher parce qu'elle gagne. Vous aimiez bien Christiane Taubira. Non, mais c'est pas. Là, c'est même hors personne. Enfin, si, du coup, je vais parler que de sa personnalité. C'est hors programme ou ce qu'elle a été ou avec qui elle est traînée par le passé. C'est libéral. C'est hors ça. Ouais. Non, mais là, je parle pas de ça. Je parle juste de quelqu'un qui était capable de gagner un débat face à Macron. Parce que comme c'est devenu, on est prisonnier de ce spectacle. Il faut gagner des matchs, quoi. Et je sais qu'un mec comme Macron a peur de Taubira. Mais gagner un match pour mettre quoi après? Parce que si c'est pour maintenir le système en place... Non, mais ça, je suis d'accord. Mais là, on parlait vraiment de stratégie pure. La révolution, c'est pareil. Oui. Si la première option là qu'on a évoquée. On est en train de refaire la France. Bon, voilà, elle était là. Je l'ai mis là. En termes de géographie de table, elle est là. La révolution, ça suffit pas, évidemment. Là, on parle vraiment de comment ça se passe pour reprendre le pouvoir. Dire allez, vous arrêtez les conneries là, les capitalistes, barrez-vous. Donc, révolution, tac, tac. Donc, soit il faut une personnalité comme Taubira, enfin, quelqu'un capable de gagner des matchs, quoi. Je dis Taubira parce que c'est vrai que elle a un peu le même habitus que Macron. Donc, en face à face, elle peut faire des citations. Si lui, il fait trop le malin, elle peut le calmer, voilà, quoi. Malheureusement, on en est là. Mais en tout cas, pour vous, là, actuellement. Ou alors. T'as des choses. Attends, il y a une troisième option. En fait, ça, c'est ma deuxième option. Voilà. Okay. Petit A, c'était personnalité qui gagne les matchs. Petit B, il faut une équipe. Il faut arriver en équipe. Et il faut... Là, c'est mal parti. Ouais. Mais c'est dommage parce que je pense que c'est... Voilà, pour l'instant, je vois que ces 3 choses-là. OK. On note tout. Je vous ai fourni clé en main. Un programme. La stratégie. Ce qui n'est pas très malin, du coup, parce que s'ils écoutent... Je ne pense pas que les gens écoutent Bless, a priori. Voilà les options qu'on a. Mais on parlait juste avant de votre appétence pour la politique. Votre spectacle s'appelle Meurice 2022. Oui. Vous le dites, vous êtes candidat. Vous n'auriez pas réellement, sérieusement envie de vous lancer en politique? J'ai l'impression d'en faire, puisque j'en parle tout le temps. Non, mais est-ce que vous voudriez essayer d'obtenir des responsabilités locales, de vous présenter un jour aux législatives, je ne sais pas?
Pour l'instant, non. Déjà, parce que je pense que ça m'amuserait pas des masses. Oui. Et moi, j'aime quand même bien m'amuser dans la vie. Compliqué. C'est compliqué. Puis là, le faire comment? C'est-à-dire, il faudra rejoindre un parti. Il y a vraiment pas de parti qui me font envie. Y aller tout seul, mais dans ce cas-là, quel intérêt? Puis il y a beaucoup de difficultés quand même. Pas très fun, hein, la politique. Ouais, c'est ça. Il y a rien qui me donne envie. En fait, je dis pas non. Par principe. Par principe, oui, ça me plairait, ouais. Mais là, pour l'instant, je vois pas comment. Non. Donc, pour l'instant, non. Je dis pas jamais, parce que quand je serai président, sinon, vous allez sortir la vidéo. Oui, c'est ça. Quand vous présenterez le journal de 20h sur TF1, vous allez dire... bah c'est bien parti, bien sûr. Vous avez reçu. En 2022, vous aviez dit jamais je ne ferai de politique. Et alors, j'ai une question. La question à 1 million. Ouais. Pourquoi est-ce que vous faites ce métier? J'ai envie de dire une petite réponse facile, un peu par défaut. C'est vrai? Ouais, parce que moi, j'ai jamais eu d'ambition. J'ai toujours pas d'ambition, d'ailleurs, je crois. C'est vrai? Ouais. Quand je suis arrivé dans le théâtre, j'ai fait des cours de théâtre juste un peu pour voir. Enfin, j'ai jamais eu de rêve d'être comédien, ni même humoriste. Hein. Et ça m'a plu. Donc, je suis resté, j'ai fait ça. Et puis, je me disais, au pire, je trouverais toujours des petits rôles, des petits trucs. Après, j'ai écrit un spectacle parce que j'ai eu quelques idées, tac, tac, tac. On n'arrive pas par hasard à France Inter. C'est suite à ça. Après, j'ai fait un spectacle que j'ai pas mal tourné dans les festivals, tout ça. Et puis, à un moment donné, France Inter est arrivé avec une proposition parce qu'ils cherchaient des nouvelles voix et des gens de scène, parce que c'était une émission publique. Et je correspondais un peu, comme je m'intéressais un peu à l'actu, je correspondais un peu à ce qu'ils recherchaient. Donc, je suis resté. Après, Charline et Alex, ils ont monté leur émission. Et c'est Alex Vizorek, que je connais depuis très très longtemps, qui savait que j'étais un peu taquin, que j'aimais bien aller emmerder les gens. Et c'est lui qui m'a dit, et si on te filait un micro et tu vas dans la rue où tu veux poser des questions. Et moi, au début, je fais, ouais, je veux bien essayer, quoi, mais c'est pas moi qui ai eu l'idée, quoi. Et il se trouve que directement, je me suis hyper bien amusé et j'en suis celui-là. Mais ouais, non, j'ai pas de plan de carrière. Mais alors, question un peu de développement personnel. Est-ce que vous êtes satisfait de là où vous en êtes aujourd'hui? Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui vous manque? Quelque chose non, je suis satisfait, mais parce que j'avais pas de but. Mais toujours pas aujourd'hui? Je suis satisfait d'être arrivé à un endroit où je pensais pas arriver. Oui, non, mais c'est vrai, ça, oui. Je me dis, c'est quand même marrant d'être là où j'en suis, alors que vraiment, j'ai jamais cherché ça, quoi. Mais parce que si ça s'arrête demain, j'aurais vraiment pas de souci. Moi, je peux faire des pizzas demain, c'est pas un problème. C'est vrai, ça vous dérangerait pas. Vous n'êtes pas spécialement attaché à votre statut, à votre métier. Non, pas, non. Il faut juste, non, mais c'est bête. Oui, j'ai juste envie de m'amuser. Ah oui, d'accord. Je suis très détaché. assez basique, quoi. Ouais. Et est-ce que vous avez des projets un peu différents pour l'avenir? Il y a ce livre qui va sortir. Ouais. Il y a votre spectacle. J'aime bien les documentaires. Donc là, j'ai réalisé un documentaire pour France 5 sur le Café de la Gare, l'histoire du Café de la Gare. En fait, j'aime bien écrire, en règle générale. Donc là, je suis même en train d'écrire un autre documentaire, mais alors c'est plus sur mon autre cheval de bataille, qui sont les animaux. Donc je suis parrain d'une assoce qui s'appelle Cétacé, qui militait, puisque maintenant c'est interdit, pour la fermeture des delphinariums. Et donc, je suis en train de coécrire un scénario de docu sur une remise en liberté d'un dauphin. Donc voilà, ça, j'aime bien faire ça. Est-ce que c'est une exclusivité pour Blast ou vous l'avez déjà dit? Ça, c'est une exclue. D'ailleurs, peut-être ils vont m'engueuler en disant, mais non, c'est pas signé, t'aurais pas dû le dire. Peut-être ça se fera jamais parce que c'est pas signé. On pourrait titrer des exclusivités sur le plateau de Blast. Voilà, j'aime bien. En règle générale, j'aime bien écrire des trucs. D'accord. Alors, je fais ça. Je fais un podcast là où j'invite que des gens que j'aime bien. Spotify. Pour votre futur gouvernement. Voilà, exactement. Donc, ouais, j'aime bien faire plein de trucs. Il y a plein de trucs à faire dans la vie. Et on va revenir un petit peu sur la politique. Revenons sur la politique. Jamais assez. En tant que journaliste, moi je suis jeune journaliste, ça fait pas des décennies que je suis journaliste, et pourtant j'ai la sensation que la liberté d'expression en tant que journaliste se rétrécit et qu'il y a vraiment une pression qui devient de plus en plus lourde. Alors je sais pas si c'est moi qui en prends juste conscience, si c'était déjà là avant, ou si vraiment on constate une perte de nos libertés. Vous, est-ce que vous avez l'impression que le tableau s'est un peu assombri de ce côté-là, ou que rien n'a bougé depuis 10 ans? Je sais pas. Non, j'en sais rien. Je me suis jamais posé la question. Non, mais il faudrait. Vous avez subi des pressions quelconques un jour? Non, mais moi je suis pas journaliste, quoi. Je suis humoriste, donc oui, mais un peu la paix. Humoriste. Je pense par exemple à Pierre-Emmanuel Barré, vous le mentionnez tout à l'heure, qui entre deux tours a voulu faire une chronique sur France Inter qui n'est pas vraiment passée, qui après n'était plus sur France Inter. Mais ça c'est une question de. Ça c'est les émissions. Il n'y a pas tellement eu. Enfin, il faudrait l'inviter pour lui demander. Il vous dirait certainement. C'est pas la direction en fait qui a fait pression. C'est plutôt l'émission en général qui
qui a eu peur des répercussions qu'une chronique, pensant que nous sommes des influenceurs, n'est-ce pas? Il disait, oh là là, mon Dieu, Pierre-Emmanuel Barré va faire passer Marine Le Pen s'il appelle à l'abstention, etc. Ce qui n'était même pas le cas de sa chronique. D'ailleurs, elle est en ligne, sa chronique. Oui, je sens Il l'a refait chez lui. Donc, avec un micro, avec sur un truc en bois. Salut Nagui, salut tout le monde. Non, il y a personne en fait, parce qu'on a demandé de ne pas faire cette chronique ce matin à France Inter, mais c'est pas grave, on l'a fait sur France Inter. En tout cas, moi, j'ai jamais eu ça sur mes chroniques à l'antenne. Peut-être que je suis pas... Mais vous êtes inquiet pour l'avenir, pour la liberté d'expression, notamment en France? Pas trop, non. Parce qu'il y a des nouveaux médias qui voient le jour, qui marchent bien. Vous voulez dire d'excellents médias comme Blast? D'excellents médias, le meilleur, évidemment. Voilà. Non, mais c'est vrai, il faut être créatif, il faut être inventif, il ne faut pas leur laisser de terrain. Il y a pareil, là, si on parle de stratégie, on a beaucoup parlé de stratégie, il y a soit on court au cul les médias traditionnels, et on essaye absolument d'être à l'intérieur pour porter sa petite parole, soit on en crée des nouveaux et on se débrouille tout seul. Et là, ce que vous faites, Madame Saquet, que je trouve particulièrement réussi, c'est que vous faites les deux. Et ça, je trouve ça chouette. Parce que ça permet aussi d'avoir une vision de comment ça se passe dans un gros média mainstream. Et c'est pas tellement... C'est plus une inertie, en fait, qu'il y a dans j'ai l'impression, c'est plus une inertie qu'il y a dans ces gros médias. Ils ont tellement peur du bad buzz ou des choses qu'on pourrait dire sur eux. Ouais, bien sûr. Et puis évidemment, ils appartiennent souvent à des gros richoux, donc forcément, ça aide pas à faire des sujets sociaux sur la réalité du pays. Donc c'est plus ça, c'est plus comme de la bourgeoisie un peu. C'est pour ça qu'ils vont perdre au final d'ailleurs. C'est parce que eux, pour le coup, sont de moins en moins créatifs et inventifs parce qu'ils en ont même pas besoin. Ouais, ils sont en train de perdre. L'Empire Bolloré, ça vous fait pas peur? Non, pas du tout. Du tout? Non, c'est des guignols. Ouais, non. Et pourtant, vous voyez bien dans la rue qu'il y a des gens qui écoutent ça et qui le répètent avec assiduité et qui en sont convaincus. Ouais, mais comme ils répètent on va dire on, parce que sinon c'est condescendant de dire il, parce que ça nous exclut. On a tendance à répéter les derniers trucs qu'on a entendus. Mettons, nous, à l'ordre du jour, des thématiques intéressantes. C'est pour ça que je parlais de ça tout à l'heure, j'ai pas fini ma phrase, mais arrêtons de nous positionner par rapport à... Mettons à l'agenda des thématiques qui méritent et dont il faut parler aujourd'hui. Urgence. En tout cas, sociale, etc. vous parlez beaucoup de thématiques sociales, environnementales. Vous êtes engagé notamment en faveur du droit des animaux. Et vous dites, c'est vrai, ouais. On peut dire ça, et vous dites que vous n'êtes pas influenceur. Mais deuxième chiffre qui viennent corroborer ma thèse, pourquoi vous êtes influenceur, c'est que vous avez 545 000 abonnés sur Facebook, 303 000 abonnés sur Twitter, 125 000 abonnés sur Instagram. Vous avez une présence sur les réseaux sociaux qui est énorme, qui est plus grosse que beaucoup d'influenceurs, justement. Quel est votre rapport aux réseaux sociaux? Parce que vous êtes plutôt prolifique sur les réseaux, vous postez beaucoup de choses, vous repartagez tout ce que vous faites sur France Inter. Comment vous vous sentez par rapport à ces chiffres? Quand vous voyez le compteur monter comme ça ne vous fait rien? Non, vraiment non. David Castello-Lopez, qu'on a reçu ici il y a quelques semaines, nous disait justement que lui, même s'il essaie d'avoir un détachement, évidemment, ces chiffres, ça le motive, il a envie que ça augmente. Vous n'avez pas ce rapport-là aux réseaux sociaux? Mais je fais pas ça pour ça. Alors, ça vous fait rien? Vous voyez qu'il y a 500 000 personnes ça fait plaisir. qui vous suivent. Je veux pas cracher dans la soupe, c'est sympa d'être beaucoup suivi, quoi. Mais vous n'êtes pas accro? Non, parce que c'est abstrait. Si j'étais suivi, je sais pas, par moitié moins sur Twitter, ça changerait quoi? On sait quand même que c'est 2 fois plus. C'est des plateformes qui sont addictives. Elles ont été conçues pour que vous soyez excité quand vous avez plein de notifications, quand vous avez beaucoup de personnes qui vous suivent. Je les ai virées, moi, les notifs, donc je sais pas. Ah ouais? Ouais. Vous regardez combien de fois par jour vos réseaux sociaux? Alors Twitter, c'est particulier parce que du coup, je m'en sers pas mal pour bosser, pour voir un peu les temps. Je suis pas mal les grands médias et tout comme ça, donc pour voir un peu de quoi ça parle, parce que comme mes chroniques sont un peu du commentaire d'actu, on va dire, je m'en sers pour ça. Sinon, Facebook, en fait, j'ai pas de Facebook, j'ai pas de profil. Non, vous avez une page. J'ai une page où je poste des trucs, donc ça, j'y suis. Je poste le truc une fois par jour, quoi. Je poste et après, je me casse. Vous regardez pas les commentaires, vous regardez pas. Non. Ouais, non, c'est pas bien. Je sais, il faudrait peut-être. Non, je dis pas que c'est bien ou pas bien. C'est juste que c'est rare. Ouais. Mais non, mais alors, comme je le fais pas pour ça, du coup, j'ai pas d'intérêt à les regarder. C'est pour ça, la question sur la chronique des Gilets jaunes, etc., est-ce que je la regrette? Non, là, c'est moi, quoi. Là, par exemple, si on veut parler de ce qui se passe en ce moment, je fais les chroniques sur les vaccins, tout ça. Donc, forcément, je sens bien que j'ai plus de gens, parce que je le sens sur les messages privés. J'ai des messages privés. Mais là, tu m'as déçu, ça. Mais moi, mon but, c'est pas de... Si vraiment, j'avais un petit fonds de commerce où je me disais, il faut que j'augmente mon nombre d'abonnés, j'irais dans le sens du vent, de là où je peux en récupérer, selon ma position. Mais là,
Moi, je fais ça pour m'amuser à la base, donc je donne mon avis sur les trucs. On est d'accord, on n'est pas d'accord. Les gens, ils peuvent se désabonner. Hein. Des fois, en message privé, je leur dis, c'est qu'il n'y a pas d'obligation à écouter mes chroniques. C'est qu'il n'y a même pas d'obligation à être d'accord avec moi sur tout. Mais parfois, je vois bien que les gens, quand ils sont d'accord avec moi sur plein de trucs, ils disent, ah bah non, là, j'ai souvent ça. Les gens me disent, ah génial, j'adore ce que tu fais. Il y a une fois, il y a un flic qui m'a dit ça. J'adore ce que tu fais. Il y a juste une fois, c'était un peu nul, quoi. Je dis, c'était une chronique sur les flics. Il me dit, ouais. Je dis, je fais de la caricature, moi. Donc, forcément, j'avais dû être caricatural sur les flics. Je dis, c'est mon métier. C'est comme si un dessinateur de presse fait un gros nez à un type. Il n'y a pas un aussi gros nez que sur le dessin. C'est la caricature. Est-ce qu'il y a une chronique que vous regrettez? Sur 8 ans. Ouais, je pense qu'il y en a du vraiment que je regrette. On pourrait se souvenir que je regrette. J'avais fait une chronique sur les grèves des taxis, je crois que c'était un peu nul. Mais parce que c'est difficile d'avoir de l'inspiration tous les jours pendant 8 ans. Comment on fait? Il y a peut-être des jours où c'est pas le jour, où on est de mauvaise humeur, où on a des problèmes personnels, où on n'a pas envie de faire de l'humour. Comment vous avez jamais des pannes comme ça d'inspiration? Non. Enfin, si, sûrement. Enfin, c'est juste qu'il y a des chroniques qui sont moins bien que d'autres, j'imagine. Il n'y a pas des jours où vous levez, vous dites. Si, en fait, il y en a une précisément que je pensais pouvoir faire. Mais c'était particulier, c'était après les attentats du Bataclan. Le lundi, là, c'était le vendredi, les attentats, et le lundi, j'étais... Oui, effectivement. Je savais pas quoi faire, quoi. Donc, vous l'avez pas fait? En fait, si. Je me suis assis à une terrasse, puis j'ai vu, il y a des gens qui buvaient des cafés. Du coup, je me suis dit, tiens, je fais un truc sur la résistance. Qu'est-ce que c'est la résistance aujourd'hui? Est-ce que c'est boire un café en terrasse? J'ai commencé à interroger les gens. Ah, il faut y aller. C'était particulier, parce que j'ai interrogé des pompiers qui avaient pas dormi pendant 2 jours, parce qu'ils travaillaient les corps et tout, qui étaient là en train de boire leur café. Et tu dis, putain, faut faire des blagues là-dessus. Et je me suis rendu donc place de la République ce matin pour rencontrer ceux qu'on appellera les résistants. Vous les connaissez, peut-être même que certains dans cette équipe en font partie. Il s'agit, voilà, j'entends Juliette, qui ferait peut-être une super résistante à elle toute seule. Les fameux citoyens qui boivent des coups en terrasse. Je les ai donc interrogés. Et bon, après, en la réécoutant aujourd'hui, je suis pas sûr qu'elle soit super, mais sur le moment, tu vois, il y avait un tel besoin de respiration. Ouais. Après, il y a une chronique que j'ai foutue à la poubelle parce que c'était sur le coup sur les flics, une manif de flics, et il y avait un attentat à la préfecture de police au même moment. Et du coup, je me suis dit, je peux pas la passer, quoi. Donc, je les tège. C'est plutôt des trucs comme ça, mais que je regrette vraiment, non. Et est-ce qu'il y en a une que vous adorez particulièrement, que vous avez adoré faire? Ah, il y en a pas mal. Si on devait en passer une, là, sur Blast. Ah, c'est dur, ça. Chronique. Laquelle vous choisiriez? Il y en a une, c'est rare que j'ai beaucoup plus de matière que ce que je passe, parce que souvent je m'arrête quand j'ai ce qu'il me faut, je m'arrête, quoi. Mais là, j'avais interrogé il y a 5 ans un mec qui se présentait à la présidentielle, qui s'appelle François Bervas, et je pensais que c'était un faux truc, mais le gars, non, avait vraiment un site, et c'était un ancien militaire de l'Indochine française et tout, et il avait un programme absolument incroyable où il fallait tirer sur les manifestants à balles réelles avec des systèmes de primes si tu visais la tête. Autre point important du programme de François, il s'appuie sur une profession bien particulière, les buralistes. Les buralistes, donc, sont le maillon fort de la France, parce que... Les buralistes sont le maillon fort de la France? Oui. Donc vous basez votre action politique sur les buralistes? La colonne vertébrale de la France. C'est les buralistes. Buralistes, mais trouvez-moi un autre, si vous voulez. Ah bah non, je sais pas, j'aurais dit par exemple, moi, les enseignants. Écoutez, vous foutez de ma gueule ou pas? Non, parce que là, je sens que je suis pas loin du conseil de guerre. Non, pourquoi? Alors, parce que François, c'est pas qu'il aime pas les enseignants, c'est juste qu'il veut carrément, purement et simplement supprimer l'éducation nationale. Bah oui, on supprime l'éducation nationale, elle ne sert à rien. Mais je ne suis pas le seul à vouloir supprimer l'éducation nationale. Ah bah j'ai jamais entendu ça, moi. Hein. Vous avez connu des ministres qui voulaient supprimer le mammouth. Ah, dégraisser le mammouth, mais pas le tuer. Bah, moi je le tue. Ah, vous tuez le mammouth, carrément. Bah oui, mais terminer cette espèce de truc. Oui, alors en même temps, plus d'armées, moins d'écoles. Bon, là, il y a une cohérence dans le programme de François. Avant de terminer cet entretien, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez dire à notre audience à Blast aujourd'hui? Oui, il faut continuer à suivre Blast. Il faut continuer à suivre les médias indépendants. Est-ce qu'il ne faut pas continuer à donner à Blast? Oui, donner de l'argent. Les gens qui regardent beaucoup trop d'argent, qui s'en foutent, rien. Voilà, il faut donner de l'argent à Blast. Je vous incite à peine, voilà, notamment. Ouais. Non, mais oui, voilà, c'est bien. Moi, pour ça que je suis optimiste, parce qu'il y a des gens comme vous. Merci beaucoup. Et qu'il y en a, voilà, il y en a qui donnent envie de continuer, quoi. On est beaucoup plus nombreux que ce qu'on pense.
On va finir sur ces paroles très philosophiques. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui, Guillaume Meurice. J'espère que ce format vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et surtout, n'hésitez pas à me dire s'il y a des humoristes que vous aimeriez voir venir ici sur le plateau de Blast. Je vous rappelle comme à chaque fois que Blast est un média indépendant qui ne vit que des dons. Alors, si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don ou à vous abonner sur blast-info.fr. Et moi, je vous dis à bientôt.